Bien, mesdames, messieurs, bonjour et je suis content de vous revoir. Après les cours, c'est encore les cours et les conférences, l'actualité de la littérature au Collège de France ne s'arrête pas au mois d'avril. La question du génie est l'une des plus anciennes qui se soit posée dans l'histoire de la littérature et des arts. Et c'est aussi l'une des questions les plus cruciales. On la retrouve, par exemple, dans la Grèce ancienne, dans l'hypothèse du démon ou du daimon. Cela n'a rien à voir avec une force démoniaque négative. Ma collègue Vinciane Pirenne-Delforge a fait 1 ou 2 années de cours sur la question du démon, je crois. Donc ce démon ou daimon qui accompagne les êtres les plus exceptionnels de la vie militaire, de la vie intellectuelle ou de la vie publique en général. Il reste encore quelques places dans les premiers rangs. Voilà. Le démon d'Achille, par exemple, le démon d'Alexandre le Grand, ou bien, le plus connu d'entre eux, le démon de Socrate, auquel Socrate fait lui-même référence dans son apologie à son procès, enfin, du moins dans l'apologie telle qu'elle fut rédigée par le disciple de Socrate, Platon, ce démon de Socrate sur lequel, entre autres, disserta plusieurs siècles plus tard le philosophe et polygraphe Plutarque. Et dans le monde latin, le daimon, le démon, fut traduit par genius, d'où notre génie en français et dans d'autres langues européennes. Mais dès l'Antiquité, la question se posait de savoir si les talents exceptionnels de certains hommes étaient dus à une puissance surnaturelle, le démon, le génie, ou bien à une condition naturelle particulière. C'est la question fameuse que pose Aristote, ou le disciple d'Aristote, dans le fameux problème 31, attribué à Aristote ou bien à son école. C'est le célèbre problème de la mélancolie. Les traits de génie de certains êtres seraient dus, selon Aristote ou son disciple, à un déséquilibre dans les humeurs. Et ce déséquilibre provoquerait une situation de bipolarité, tantôt un abattement, tantôt une excitation intellectuelle intense. Et lorsque la question du génie est reposée à l'époque moderne, ce sera en des termes différents, liés à l'émergence de la modernité et du romantisme. Et si la question redevient d'actualité à l'époque moderne, c'est parce que la conception même de l'art a alors changé. C'est parce que l'art ne se fonde plus sur la répétition de modèles, mais sur le surgissement du nouveau, sur l'apparition de l'exceptionnel. Et la question de l'exceptionnel conduit à reposer très vite la très vieille question du génie. Eh bien, pour débrouiller cette question complexe, il fallait aussi une chercheuse exceptionnelle. Et cette chercheuse exceptionnelle, nous l'avons ici. Il s'agit d'Anne Jefferson, qui est professeure émérite de littérature française à l'université d'Oxford, est certainement l'une des toutes meilleures spécialistes de la littérature française moderne et contemporaine, non seulement dans le monde anglophone, mais dans le monde tout court. Anne Jefferson est l'autrice de 8 livres majeurs parus chez les meilleurs éditeurs. Je me permets d'en citer ici quelques-uns, dans l'ordre d'abord chronologique. Il y a d'abord eu le nouveau roman, And the Poetics of Fiction, en 1980, chez Cambridge University Press. Puis un livre sur Stendhal, Reading Realism in Stendhal, chez Cambridge University Press, toujours en 1988. Puis l'un des livres, nombreux travaux d'Anne Jefferson sur Nathalie Sarraute, qui est l'un de ses auteurs de prédilection, Nathalie Sarraute, Fiction and Theory, Questions of Difference, toujours chez Cambridge
University Press en 2000. Anne Jefferson a publié par ailleurs les œuvres de Nathalie Serrault dans la bibliothèque de la Pléiade. Et il y a aussi, évidemment, la biographie de référence, que vous connaissez sans doute beaucoup, tous, la biographie de référence de Nathalie Serrault, parue chez Flammarion en 2019 et chez Princeton University Press ensuite. Et puis, il y a eu aussi un livre sur la biographie, Biography and the Question of Literature in France, paru d'abord chez Oxford University Press en 2007, puis traduit en 2012 aux presses universitaires de France sous le titre « Le défi biographique ». Et le défi biographique, c'est un défi donc auquel Anne Jefferson s'est soumise elle-même en rédigeant cette biographie de Nathalie Serrault. Et il y a également ce livre-ci, qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui le sera peut-être bientôt grâce à ces conférences, Genius in France, An Idea and Its Uses, paru chez Princeton University Press en 2015. Et donc, j'espère que les conférences devraient aider à publier ce livre sur le génie en France. Ces conférences intitulées « Le génie et ses vicissitudes, une histoire française du XVIIIe siècle à nos jours », ou « Les vicissitudes du génie », c'est le nouveau titre. Non, c'est toi qui as raison, en fait. D'accord. Et donc, des conférences qui se situent dans la continuité de ce livre important de 2015. Et donc, je vais dès maintenant céder la parole à Anne Jefferson pour la première de ces 4 conférences. Aujourd'hui, la conférence est intitulée « Le génie, concept et », j'insiste sur le pluriel, « concept et histoire ». Et les 3 conférences suivantes auront lieu chaque semaine, le même jour, le mardi donc, à la même heure, à 17h, pas tout à fait au même endroit, en principe en salle 2 la semaine prochaine, toujours la même salle, mais vous êtes très nombreux, il reste donc peut-être qu'on trouvera une salle peut-être un peu plus grande, je ne sais pas. Le 24 mai, ce sera en salle 5, notez-le, tout sera indiqué à l'accueil, et le 31 mai, nous reviendrons en principe dans la salle 2. Donc la seule différence, ce sera le 24 mai. Mais avant de donner la parole à Anne Jefferson, je dois procéder à une petite cérémonie traditionnelle. Anne Jefferson a en effet été invitée pour donner ces 4 conférences par l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Et à ce titre, j'ai le plaisir de lui remettre, au nom de l'administrateur du Collège de France, eh bien, la médaille du Collège de France qui porte la belle figure du fondateur et inspirateur du Collège, l'humaniste Guillaume Budet. Et je te cède. Merci beaucoup pour ces paroles extrêmement généreuses. Merci beaucoup aussi de votre présence. Je suis ravie de me retrouver là. J'aurais dû être là l'année dernière, mais à cause du Covid, le projet a été reporté et j'étais ravie de constater que c'était toujours viable. Donc, je suis 2 fois ravie dans ce sens de me retrouver devant vous ce soir. Alors, mon titre, il suscite l'image sans doute quelque peu rabattue d'un homme qui souffre. Le tasse dans la maison des fous, un Hölderlin schizophrène, un Nerval qui se pend à une grille dans la rue de la Vieille Lanterne, un Chatterton dont le talent est méconnu par la société où il vit et qui en meurt.
et puis un Van Gogh se coupant l'oreille dans un accès de folie. Et puis il y a dans le monde de la fiction un Louis Lambert ou un Balthazar Claës, victimes chacun de manies qui les rendent inaptes à vivre, ou bien, pour ne pas exclure totalement la version féminine de cette figure, déjà assez rare, et aussi marginale qu'elle soit, une Corinne, victime de l'éclipse de son génie qui s'avère être incompatible avec l'amour. Et bien sûr, la liste pourrait se prolonger bien au-delà de ces exemples. L'imaginaire rattaché au génie véhicule un présupposé selon lequel il se fait payer cher, au prix de l'incompréhension, de l'exclusion sociale, de la maladie, de la mélancolie, de la folie, de la mort. Bref, il n'y a pas de génie heureux. L'image de ces vicissitudes, héritage pour la plupart du XIXe siècle, a conservé de nos jours une certaine puissance malgré son caractère stéréotypé. Elle témoigne dans l'opinion d'une curiosité, voire d'une fascination, voire aussi parfois d'une certaine suspicion à l'égard de ce qu'on appelle génie. Pourtant, ce n'est pas directement de ces images, ni de ces personnages, ni non plus tout à fait de ces vicissitudes-là qui va être question dans ces conférences. Il s'agira plutôt des vicissitudes, des incertitudes et des questions qui proviennent des discussions qu'a suscité le génie. De nos jours, la figure du génie a évolué depuis les exemples que je viens de citer, pour laisser de côté les artistes et les poètes et pour privilégier en revanche les scientifiques et de préférence les mathématiciens. Une recherche rapide sur Google, incontournable, livre les noms par exemple de Stephen Hawking, physicien théoricien, Garry Kasparov, joueur d'échecs, Hiroshi Ishiguro, roboticien, Elon Musk, physicien, théoricien et homme richissime, Garry Kasparov, joueur d'échecs, je l'ai déjà cité, et j'en passe. Ils figurent tous dans une espèce de palmarès grâce à un QI au-dessus de la norme, critère conforté très souvent par la précocité supposée de leur talent. Et la célébrité y est pour quelque chose aussi. Les femmes, inévitablement, sont plutôt mal représentées, avec comme exemples principaux une certaine Judith Polgar, joueuse d'échecs, et Margaret Atwood, écrivaine et auteure de 35 livres traduits dans une 50aine de langues. Je cite la notice de Google. Et toujours d'après Google, elle est lauréate de plus d'une 50aine de prix au Canada et à l'international, et c'est toujours, selon Google, l'une des écrivaines les plus productives et estimées de notre temps. Il semblerait donc, à la lumière de ces résultats, que le génie tel qu'on le conçoit au XXIe siècle se prête surtout à la quantification. Productivité, nombre de prix, de livres, ou bien QI égale à ou au-dessus de celui d'Einstein. C'est toujours une référence, Einstein. Les génies d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'autrefois, car la notion de génie évolue d'une époque à l'autre, et les critères qui comptent au début de ce XXIe siècle ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 2 siècles. Chaque époque invente les siens en fonction des exigences de l'imaginaire du moment. Il ne s'agira donc pas dans ces conférences, je n'arrête pas de vous dire ce dont je ne vais pas parler, il ne s'agira pas de chercher à découvrir une vérité supposée du génie pour savoir en quoi il consiste, même si les discours au moyen desquels cette notion existe en parlent en ces termes. Si la notion nous fascine, et je ne cherche pas à le nier,
Ce qui me semble encore plus fascinant, c'est la manière ou les manières d'en parler telles qu'elles ont existé depuis bientôt 5 siècles. Car si on peut suggérer que la notion de génie n'est que le résultat des manières d'en parler, on peut tout aussi bien suggérer que la notion de génie a pour effet de déstabiliser, voire même de vicier ces manières, d'où le sens du terme vicissitude dans mon titre. On peut dire aussi que la notion de génie constitue une espèce de champ de force qui concentre une pluralité de significations, parfois incompatibles, souvent contradictoires, que l'histoire de ces usages permet de tracer. Le mot « génie » a beau suggérer un absolu, une qualité ou une entité irrécusable, il est marqué par une instabilité récurrente. Et ce, depuis sa parution dans la langue française en 1532. Ce fut sous la plume de Rabelais, dans Pantagruel, quand l'écolier limousin déclare « Mon génie n'est point apte, nat, à ce que dit ce flagitiose nébulon », ce qui, en français moderne, se traduit comme suit « Mon génie n'est pas né apte à ce que dit cet injurieux vaurien ». Donc voilà, le génie fait son entrée dans la langue française au XVIe siècle. L'ascendance latine du mot génie, que William Marx vient d'évoquer, est la même pour toutes les langues européennes, anglaise, italienne, espagnole, allemande, hollandaise. Mais même si le mot genius en anglais, génie en allemand, genio en italien, etc., dérive étymologiquement du latin, il connaît des usages et des significations qui varient un peu, parfois beaucoup, d'une langue à l'autre. L'origine même du mot est déjà double, clivée, ce qui va tout de suite compliquer les choses. Il y a d'une part, comme William Marx vient de le signaler, il y a d'une part genius et de l'autre ingenium. Voilà. Et bien que ces deux mots aient la même racine, gigno, gignere, qui signifie engendrer et produire, ils ont des significations nettement différentes. Genius traduit le mot grec daimon pour désigner l'esprit tutélaire qui accompagne tout un chacun depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il faut toutefois noter au passage que les femmes sont dotées non pas d'un genius, mais d'une Junon. Ingenium, par contre, désigne une tendance naturelle, une disposition innée, un caractère. Et c'est le sens du mot génie employé par l'écolier limousin de Rabelais. Mon génie n'est pas né apte à ce que dit cet injurieux vaurien. Le genius est extérieur à l'individu, c'est l'esprit tutélaire, alors que l'ingenium, c'est la disposition intérieure. Donc ce clivage intériorité-extériorité crée déjà une espèce de tension au cœur de la notion telle qu'elle s'emploie. Il suffit de consulter le dictionnaire, ou plutôt il est indispensable de consulter le dictionnaire pour comprendre l'envergure et la complexité de l'héritage qui découle de ces deux mots, genius et ingenium, et qui est contenu dans le seul vocable génie. En plus de l'esprit tutélaire de l'individu, là je cite le petit Robert plus ou moins, en plus de l'esprit tutélaire, le génie genius désigne un être surnaturel doué d'un pouvoir magique, synonyme parfois de daimon, qu'on a infléchir pour signifier justement les démons qui n'ont rien à voir avec le démon de Socrate. Mais enfin, le mot arabe djinn va conforter cette acceptation tout en ayant une étymologie complètement différente.
Ensuite, c'est un être allégorique personnifiant une idée abstraite incarnée par exemple dans Le génie de la liberté, que vous connaissez tous, d'Auguste Dumont sur la place de la Bastille. Quant à l'héritage de l'ingénium, dans le sens de l'ensemble des dispositions ou aptitudes innées, le mot génie va s'appliquer aussi à des communautés ou des entités plus générales, telles qu'un peuple ou bien une langue, comme par exemple dans le célèbre génie de la langue française auquel je reviendrai. On parle aussi du génie d'un lieu ou d'un pays ou encore d'une religion, comme notamment dans le génie du christianisme de Chateaubriand. Génie comme ingénium désigne aussi une aptitude supérieure de l'esprit qui élève un homme au-dessus de la commune mesure et le rend capable de création, d'invention, d'entreprises qui paraissent extraordinaires, assez semblables. Là aussi, je cite le petit Robert. Parler du génie de Mozart, par exemple, et c'est un personnage à propos de qui on parle volontiers de génie, c'est à la fois faire allusion au caractère individuel de sa musique et lui reconnaître une excellence tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, le mot génie peut s'employer pour désigner une personne qui a du génie, une aptitude exceptionnelle. L'usage du mot génie bascule ainsi entre la faculté, le génie, et la personne, un génie. Et pour terminer, la langue française connaît un emploi supplémentaire du mot génie qui lui est particulier et qui a le sens d'ingénierie. Il y a par exemple le génie militaire ou le génie civil. Le génie militaire étant tel qu'il fut développé notamment par Vauban au XVIIe siècle, désignant soit l'art ou la technique concernant les travaux de fortification, soit le corps d'ingénieurs chargés de ce genre de travaux. Ce génie-là, mécanique, technique, est très éloigné, sinon complètement à l'opposé du sens de génie comme inspiration ou enthousiasme auquel le mot est très souvent associé depuis le XVIIIe siècle et bien avant aussi. Ceci n'a été qu'un survol extrêmement simplifié, extrêmement rapide du sens, ou plus précisément des sens, de quelques-uns des sens du mot génie. Il suffit d'aller consulter le trésor de la langue française, par exemple, pour comprendre que ces définitions du mot se divisent en de nombreuses sous-catégories pour démontrer des significations qui vont se distinguer bien davantage. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mot génie est vicié par la pluralité de ses sens. Mais pour précieux qu'il soit, le dictionnaire a tendance à occulter la dimension historique de ses usages. Et il y a deux moments importants à noter dans l'évolution de l'emploi de génie dans la langue française. Premièrement, ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle que le mot génie commence à désigner une aptitude supérieure. Et deuxièmement, c'est seulement à partir de la fin du XVIIIe siècle que l'usage du mot est attesté pour désigner un individu. J'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne le génie comme aptitude supérieure, il est difficile aujourd'hui de ne pas entendre la note de supériorité dans tout usage du mot. Parler du génie de la langue française, par exemple, laisse entendre la supériorité supposée de cette langue par rapport aux autres. Il en va de même, sans doute, pour le génie du christianisme de Chateaubriand. Ce que démontre l'évolution du mot génie, c'est que les acceptations diverses du vocable se superposent au point parfois de se confondre. Elles s'accumulent sans se remplacer. Ce sont comme des harmoniques sur un instrument de musique
qui sont activés simultanément chaque fois que le mot est prononcé, ou pour le dire au moyen d'une autre image. Les acceptations potentielles du mot restent dans les coulisses, toujours prêtes à prendre le rôle principal sémantique dans un énoncé donné. Les enjeux de l'emploi du mot génie, que le dictionnaire ne fait qu'effleurer, se précisent du moment qu'on reconstitue l'évolution de ses usages, ce qui nécessite aussi une reconstitution des contextes discursifs et des circonstances sociales et culturelles qui se prêtent à son emploi. Et c'est pour cette raison qu'on a intérêt à rester dans le cadre d'une seule et même langue. Cela évite de gommer la pluralité des significations et des connotations, ce qui peut arriver si on ne cherche que ce qu'ont en commun les usages du mot dans les langues différentes. Donc on va rester à l'intérieur de l'histoire culturelle, linguistique, littéraire de la France. Ces usages pour distinctifs qui puissent être selon les langues différentes n'en sont pas moins le résultat de conversations trans-européennes, surtout au cours du XVIIIe siècle, quand le vocable commence à acquérir une puissance et une intensité accrues. Et c'est à la suite de ces conversations qu'on voit le génie, ici et en Angleterre, mais pas tellement ailleurs, acquérir de fortes connotations de supériorité et l'individualité associée à l'ingénium, acquérir des connotations d'originalité. Il devient l'objet de discussions dans le domaine de l'esthétique, discipline qui prend son essor au tournant du siècle, en rapport, comme le disait William Marx à l'instant, en rapport avec le déclin de la manière de concevoir la création littéraire et artistique. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, un texte littéraire, par exemple, était conçu principalement en fonction des règles, dont Boileau a fait le résumé dans son art poétique en 1674. Et il était entendu que les meilleurs exemples de la pratique de ces règles se trouvaient dans les chefs-d'œuvre du passé qui servaient de modèle à imiter. Le génie que Boileau estime nécessaire à la création littéraire consiste surtout dans une aptitude, ingénium, pour les règles dans un domaine donné. Et le regard du poète se dirige vers le passé où réside le meilleur qui doit lui servir de modèle. Mais au fur et à mesure, le génie va commencer à se détacher des règles et ce faisant, il va se tourner vers l'avenir. Dans ses réflexions critique sur la poésie et la peinture, qui connut plusieurs rééditions après sa première parution en 1719, l'abbé Dubos commente longuement le génie pour déclarer que ce qu'un homme né avec du génie fait de mieux, c'est ce que personne ne lui a montré de faire. Certes, le génie ne peut pas se passer des règles complètement, mais un homme né avec du génie peut s'instruire lui-même en 2 mois de toutes les règles de la poésie française. Bien manier les règles n'est plus en soi le critère du génie. La force du génie, dit encore Dubos, la force du génie change en bonne nourriture les préceptes les plus mal digérés. Le génie se voit donc doté de force, d'un élan qui le propulse en avant, et cette réorientation du génie vers l'avenir met l'accent sur l'innovation, sur l'originalité et aussi sur l'imagination. Autant de qualités que l'on associe toujours au génie de nos jours, mais dont les origines ne remontent pas plus loin qu'au XVIIIe siècle. On peut ajouter encore le sublime dont il n'est plus très souvent question aujourd'hui, mais le sublime de la poésie et de la peinture est de plaire et de toucher, dit Dubos. Un poème ainsi qu'un tableau ne saurait produire cet effet s'il n'a pas d'autre mérite que la régularité et l'élégance de l'exécution.
Le génie est donc une espèce de supplément, une valeur ajoutée à la simple compétence technique, une valeur ajoutée qu'il est difficile de définir de manière précise. Cette redéfinition du génie se poursuit au cours du XVIIIe siècle et on en trouve l'expression la plus ample dans l'article « Génie » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1757. En fait, l'encyclopédie contient 3 notices consacrées au génie. L'une concerne le sens du daimon ou du genius des anciens. Une autre traite du génie militaire. Et la 3e, au génie tel qu'on en discute à l'époque. Et c'est la notice la plus importante, de loin, et la plus longue aussi. Mais ces 3 notices, l'existence, la présence de ces 3 notices servent déjà de preuve, s'il en fallait, de la pluralité qu'on reconnaît au sens du terme génie. L'article génie, c'est ainsi qu'on parle de l'article, l'article génie résume certaines tendances contemporaines concernant le génie et lui donne un tour qui va déterminer son rôle dans les acceptations qui suivront. Rédigé en réalité par le marquis de Saint-Lambert, philosophe, poète et militaire proche de l'encyclopédie, l'article intègre les vues de Diderot, qui a beaucoup parlé du génie. Et l'on peut considérer que la notice est représentative de discussions et de réflexions partagées autour de l'encyclopédie. L'article commence par une définition donnée sur un ton de constat irréfutable. L'étendue de l'esprit, la force de l'imagination et l'activité de l'âme, voilà le génie. L'encyclopédie accorde à l'imagination un rôle aussi indispensable. Chez l'homme de génie, l'imagination va plus loin. La sensibilité est également la marque du génie. L'homme de génie est celui dont l'âme plus étendue, frappée par les sensations de tous les êtres, intéressé à tout ce qui est dans la nature, ne reçoit pas une idée, qu'elle n'éveille un sentiment. Et son originalité est assurée par son imprévisibilité. Le génie hâte les progrès de la philosophie par les découvertes les plus heureuses et les moins inattendues. Imagination, sensibilité, originalité sont donc l'apanage du génie dont la créativité est due aussi à l'enthousiasme, à l'inspiration et aucunement à sa maîtrise des règles. L'homme de génie crée dans la chaleur de l'enthousiasme et c'est la force de l'enthousiasme qui lui inspire le mot propre, dit l'article. Ce que l'article génie ajoute à l'image du génie, c'est surtout le dynamisme que lui confère la force qui le caractérise depuis Dubos. Qu'il s'agisse de la force de l'imagination ou de la force de l'enthousiasme, elle traduit le mouvement qui devient désormais son état naturel. Il est, je cite, emporté par un torrent d'idées, dans un mouvement qui le propulse vers l'avenir. Il est, dit l'article, prime sautier. Ces lumières s'élançant au-delà du passé et du présent éclairent l'avenir. Il devance son siècle qui ne peut le suivre. Le rythme du génie s'accélère. Et c'est par cette force, par ce mouvement que se révèle la supériorité du génie, supériorité qui se traduit aussi par des métaphores spatiales. Il s'élève... le voilà. Il s'élève d'un vol d'aigle vers une vérité lumineuse, source de 1000 vérités auxquelles parviendra dans la suite, en rampant, la foule timide des sages observateurs. Vous voyez, il y a une grande différence entre le génie et nous les autres. La force de propulsion du génie, son dynamisme, l'élève donc au-dessus du commun des hommes et il s'en sépare par le fait que ses contemporains ne peuvent le suivre. Et on verra dans la prochaine conférence
les conséquences, ou quelques-unes des conséquences de ce décalage. De toute façon, le décalage fait que le génie devient objet d'affirmation dont la définition a contrario devient de plus en plus fréquente. Le génie, ce n'est pas, ou le génie, c'est le contraire de. L'urgence avec laquelle on veut promouvoir le génie, vanter le génie, célébrer le génie pour en faire un phénomène à part, un absolu en soi, l'oppose à la fois notamment au goût et aux règles. Le goût, dit l'article, nous sommes toujours dans l'article de l'encyclopédie, le goût est souvent séparé du génie. Le génie est un pur don de la nature. Le goût tient à la connaissance d'une multitude de règles, ou établies ou supposées. Il fait produire des beautés qui ne sont que de conventions. Les règles et les lois du goût donneraient des entraves au génie. Il les brise pour voler au sublime, au pathétique, au grand. Le génie est donc le contraire du goût, le contraire des règles, le contraire des conventions, et aussi du talent, naguère synonyme de génie, comme pour Voltaire dans l'article des génies de son dictionnaire philosophique, quand il écrivait, Voltaire, mais au fond, le génie est-il autre chose que le talent? Diderot et ses amis vont dire, mais tout à fait, c'est tout autre chose. Mais en fait, la distinction entre les deux devient courante et le talent devient synonyme d'une absence d'originalité. Marmontel, Jean-François Marmontel, qui avait participé à l'encyclopédie, reprend cette définition du génie en termes de sa différence d'avec le talent. La production du talent consiste à donner la forme et la création du génie à donner l'être. Le mérite de l'un est dans l'industrie, le mérite de l'autre est dans l'invention. L'homme de talent pense et dit les choses qu'une foule d'hommes auraient pensées et dites, mais il les exprime avec plus de finesse ou de grâce. L'homme de génie, au contraire, a une façon de voir, de sentir, de penser qui lui est propre. Si c'est un plan qu'il a conçu, l'ordonnance en est surprenante et ne ressemble à rien de ce qu'on a fait avant lui. Donc, c'est l'originalité du génie qui en fait le contraire du talent. Le désir de faire du génie un absolu se voit dans cette pratique de le définir par son contraire, qu'il s'agisse du goût, des règles, du talent, et aussi parfois de l'esprit. Ce qu'ont en commun ces exemples de non-génie, c'est aussi leur caractère répétitif, statique, fixité dont le génie se démarque par son dynamisme. Le rythme accéléré du génie est donc l'inverse de la longue patience qui devient désormais l'apanage du goût et du talent. C'est Buffon, en fait, contemporain de Diderot, qui disait justement que le génie est une longue patience, remarque ayant depuis un statut quasi proverbial. Pour l'encyclopédie, par contre, le génie se distingue par sa rapidité, son caractère prime-sautier. Ce qu'il produit est l'ouvrage d'un moment. Le goût, dit l'article, est l'ouvrage de l'étude et du temps. Mais le rythme du génie ne peut être maintenu indéfiniment. Selon l'encyclopédie, la vitesse de son opération le rend nécessairement négligé. Pour être de génie, il faut parfois qu'une chose soit négligée, qu'elle ait l'air irrégulier, escarpé, sauvage. Le génie procède par intermittence, comme, nous sommes toujours dans l'article, comme des éclairs dans une longue nuit. L'enthousiasme qui l'anime est d'ailleurs un phénomène discontinu, ou comme le dit Diderot ailleurs dans de la poésie dramatique, l'instant de l'inspiration passée, l'homme de génie rentre et redevient ce qu'il était,
quelquefois un homme commun. Cette irrégularité fait que, ainsi que l'affirme l'article génie, le génie n'est pas toujours génie. Oh, pardon, j'ai anticipé. N'est pas toujours génie. Quelquefois, il est plus aimable que sublime. Pour Diderot, cette discontinuité est paradoxalement peut-être la preuve même du génie, car telle est la différence de l'esprit et du génie que l'un est presque toujours présent et que souvent l'autre s'absente. L'esprit, qui naguère était très souvent le mot qui traduisait ingénium, devient le contraire du génie par le fait qu'il est toujours égal à lui-même. La perfection d'un art poétique classique s'avère être inférieure à l'imperfection de la négligence et de l'intermittence du génie. Dans toutes les discussions du génie au XVIIIe siècle, le génie est conçu principalement en rapport avec la créativité artistique ou littéraire. Selon l'article génie de l'encyclopédie, il ne se prête que modérément à la philosophie, discipline où il faut être... Je crois... Non, toujours pas, attendez. Où il faut peut-être toujours une attention scrupuleuse, aussi peut-être, excusez-moi, non. Je vous lirai la citation, où il faut peut-être toujours une attention scrupuleuse, une timidité, une habitude de réflexion qui ne s'accorde guère avec la chaleur de l'imagination. Donc, c'est les arts et non pas tellement la philosophie qui se prête à l'exercice du génie. C'est justement au risque de commettre des erreurs que le génie hâte les progrès de la philosophie par des découvertes les plus heureuses et les moins attendues. Et c'est la raison aussi pour laquelle le génie se prête encore moins aux sciences du gouvernement, lesquelles, à la différence des arts et de la littérature, exigent, et là c'est bon, le sang-froid qui soumet l'activité de l'âme à la raison et qui préserve dans tous les événements de la crainte, de l'ivresse, de la précipitation. Ce sang-froid, d'après l'encyclopédie, ne peut exister dans les hommes que l'imagination maîtrise. Cette qualité n'est-elle pas absolument opposée au génie? Et selon Saint-Lambert, auteur de l'article, les hommes de génie paraissent plus faits pour renverser ou pour fonder les États que pour les maintenir et pour les rétablir l'ordre que pour le suivre. Et nous sommes là, c'est une observation intéressante, une trentaine d'années avant la Révolution française. L'accent qu'on met donc sur les arts dans les discussions du génie au XVIIIe siècle est loin d'être le cas dans notre imaginaire contemporain, ainsi qu'on l'a vu avec tous ces mathématiciens, ingénieurs et joueurs d'échecs qui figurent dans le palmarès des génies supposés de nos jours. Par ailleurs, le génie dont il s'agit au XVIIIe siècle est toujours la faculté, l'attribut. Et ce n'est que par métonymie que la faculté que possède un individu en devient au fur et à mesure le synonyme. Cette acceptation commence par l'usage du mot génie accompagné d'une épithète. On dit qu'un homme est un beau, un grand génie, un génie supérieur pour dire qu'il a un beau, un grand génie. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française de 1762. Comme si cet usage était un écart par rapport aux normes où le génie reste une faculté, un attribut de l'individu, qualifié d'ailleurs toujours d'homme. Cette impression d'un usage non consacré du mot génie pour la personne se voit confirmée par le dictionnaire critique, et il est très critique, de la langue française de Jean-François Ferraud, qui date de 1787, où la notice génie donne comme troisième signification ce commentaire. Troisième, génie, se prend quelquefois pour la personne qui a du génie, mais on ne peut l'employer dans toutes les occasions où l'on emploierait le nom de la personne.
on dira bien cet homme est un beau, un grand génie, un génie supérieur. Les productions de ce grand génie ont illustré sa nation, etc. Mais je ne crois pas qu'on doive dire avec M. de Vailly parlant de Corneille et donnant un nouveau tour à une phrase de Racine que 2 jours après la mort de ce grand génie, le roi lui envoya des marques de sa libéralité. Qu'est-ce que la mort d'un génie? Et un génie qui reçoit des libéralités. Donc, ce n'est pas bien vu de parler d'un génie, du génie comme d'une personne. Le génie a certes de fortes connotations d'individualité par son étymologie, l'ingenium est la disposition qui distingue un être humain de son espèce, et le genius, en tant qu'esprit gardien d'un être, lui reste propre depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais ces formes d'individuation sont généralement séparées de la personne qui en est, pour ainsi dire, le propriétaire ou le destinataire. Dans l'article génie de l'encyclopédie, c'est en effet toujours du génie comme attribut qu'il est question. L'homme de génie y est présenté comme étant en quelque sorte l'hôte du génie, le théâtre où le génie viendra se déployer. Mais le génie en tant que faculté va s'activer progressivement dans la description qu'on en donne. Le génie, entouré des objets dont il s'occupe, ne se souvient pas, il voit. Il ne se borne pas à voir, il est ému. Dans le silence et l'obscurité du cabinet, il jouit de cette campagne riante et féconde. Il est glacé par le sifflement des vents, il est brûlé par le soleil, il est effrayé par des tempêtes. Ou bien il anime la matière. Il colore la pensée. Dans la chaleur de l'enthousiasme, il ne dispose ni de la nature ni de la suite de ses idées. Il est transporté dans la situation des personnages qui fait agir. Il a pris leur caractère. S'il éprouve dans le plus haut degré les passions héroïques, telles que la confiance d'une grande âme que le sentiment de ses forces élève au-dessus de tout danger, tel que l'amour de la patrie, porté jusqu'à l'oubli de soi-même, il produit le sublime. Le génie, agissant comme il agit ici, par métonymie, est personnifié dans ce commentaire au point de se confondre avec le sujet auquel il est associé. Surtout, comme on ne manque pas de le faire maintenant, surtout si on l'entend dans l'acceptation devenue courante depuis la fin du 19e, 20e siècle. Les caractéristiques qu'on accorde au génie contribuent à cette personnification. La sensibilité qui en devient l'un des principaux traits sert à l'humaniser. Il a sa source dans une extrême sensibilité qui le rend susceptible d'une foule d'impressions nouvelles. Il est frappé de tout, comme on a vu. C'est d'ailleurs le besoin d'exprimer les passions dont il est agité, qui l'oppose aux règles, etc. Il est impossible, dans cette perspective, de concevoir le génie privé d'émotion, et il a, en tant que faculté, toutes les caractéristiques d'un être sensible. Mais c'est surtout l'enthousiasme qui contribue à cette personnification du génie. Pour Diderot, comme dans l'article génie de l'encyclopédie, l'enthousiasme, l'inspiration devient l'un des traits les plus marquants du génie. C'est aussi un phénomène intermittent, comme on a vu, et l'enthousiasme arrive de manière ponctuelle. C'est une présence irrégulière, ce qui pourrait avoir pour effet d'agrandir l'écart qui le sépare de l'homme de génie, l'individu de la faculté, ou du moins qui fait que le génie n'est pas toujours génie, comme le dit l'article de génie. Et Diderot de préciser, l'instant de l'inspiration passée, l'homme de génie rentre et redevient ce qu'il était, quelquefois un homme commun, je l'ai déjà cité. Mais la sensibilité de l'homme de génie est telle que l'enthousiasme chez lui constitue une expérience qu'il vit, ou comme le dit Diderot, pour qui l'enthousiasme est un thème majeur, le poète sent le moment de l'enthousiasme. C'est après qu'il a médité. Il s'annonce en lui par un frémissement qui part de sa poitrine
et qui passe d'une manière délicieuse et rapide jusqu'aux extrémités de son corps. C'est ça l'expérience du génie. Si l'homme de génie est pour ainsi dire le théâtre du génie, le génie n'en est pas moins une expérience pour lui et ça change la perspective dans laquelle on va l'envisager. À côté de la question « qu'est-ce que le génie ?», une autre question s'impose. Que sent-on quand on a du génie ? Comment se vit le génie ? Comment c'est que d'avoir du génie ? Et c'est la question que Diderot poursuit dans le Neveu de Rameau. C'est donc le sujet du génie qui va désormais intéresser les commentateurs autant que la faculté nommée génie. Le génie en tant que personne se verra associé à d'autres termes dont il devient par moments le synonyme, notamment au poète, parfois doté d'une majuscule ou d'une diérèse, par les romantiques qui vont également s'emparer du génie individuel et le réclamer pour eux. Il se substitue à l'homme de lettres, figure pas trop sobre, pour véhiculer le genre de créativité qui est désormais considéré comme indispensable à l'œuvre d'art. C'est ce génie-là qui figure dans le Sacre de l'écrivain de Paul Bénichou, dans le livre du même titre, et il devient aussi synonyme de l'écrivain national dont Anne-Marie Thiès raconte la fabrication dans son livre paru en 2019 et qui s'intitule justement « La fabrique de l'écrivain national ». C'est d'ailleurs au cours du XVIIIe siècle que Shakespeare est promu au statut de génie individuel dont il devient en quelque sorte l'emblème. Il sert pour ainsi dire de définition ostensive, si je puis dire, du génie représentant de la nation, ainsi que le raconte mon compatriote Jonathan Bate dans son livre « The Genius of Shakespeare », le génie de Shakespeare, paru en 1997, qui n'a pas encore été traduit en français. Mais pour en rester avec les usages français du génie, il faut revenir à la question du génie de la langue française, expression qui semble occuper une place plus importante dans l'histoire culturelle française que dans celle des autres pays européens. La formule devient courante vers la fin du XVIIe siècle pour évoquer un lien supposé exister entre une langue et le caractère du peuple qui la parle. C'est ainsi que Dominique Bourg l'exprime dans les entretiens d'Ariste et d'Eugène, qui datent de 1671. Le langage suit d'ordinaire la disposition des esprits et chaque nation a toujours parlé selon son génie. Le mot génie ayant ici une connotation neutre, comme dans ingenium. Mais la notion du génie de la langue française va assez vite acquérir une connotation de supériorité, comme par exemple dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui affirme de manière certes un peu vague, mais non point catégorique, l'ordre naturel dans lequel on est obligé d'exprimer ses pensées et de construire ses phrases répand dans notre langue une douceur et une facilité qui plaît à tous les peuples. Le génie de la nation se mêlant au génie de la langue a produit plus de livres agréablement écrits qu'on n'en voit dans aucun autre peuple. Donc le génie comme disposition, du moment qu'il s'agit de la langue française, acquiert des connotations de supériorité qui, pour les commentateurs, est indéniable. Ces affirmations, et il y en a d'autres, restent pourtant dans le vague. Et bien qu'elles aient été souvent répétées par la suite, les linguistes n'ont jamais pu établir de lien direct entre le principe d'un génie de la langue française et des éléments concrets de cette langue. Il n'en reste pas moins que le génie du peuple français est généralement supposé résider dans sa langue. Et c'est la langue française qui occupe en quelque sorte la place qu'occupent les génies nationaux dans d'autres pays. La France n'a pas l'équivalent de ce qu'est Shakespeare pour les Anglais, de Dante pour les Italiens, de Cervantes pour les Espagnols, de Pouchkine pour la Russie, etc.
écrivains dont le rôle dans l'imaginaire national de ces pays est d'en incarner en quelque sorte l'essence. Cependant, dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines de 1746, Condillac suggère qu'il existe une espèce d'échange tout à fait intéressant entre la langue et les écrivains, selon laquelle les écrivains héritent de la langue telle qu'elle existe à un moment donné et qu'en l'utilisant, ils continuent de la perfectionner pour en favoriser le développement. La langue française serait donc la somme collective des contributions apportées par les grands écrivains au pluriel qui s'en servent provisoirement pour l'embellir. Si le génie des langues commence à se former d'après celui des peuples, il n'achève pas de se développer que par le secours des grands écrivains. Quand un génie a découvert le caractère d'une langue, il l'exprime vivement et le soutient dans tous ses écrits. Donc c'est un acte de générosité par rapport à la langue qu'il emprunte. Et ce soutien va plus loin dans la mesure où, selon lui, Condillac, les grands hommes contribuent de manière active au génie de la langue nationale au moyen de leur génie individuel. Quoique les grands hommes tiennent par quelque endroit au caractère de leur nation, ils ont toujours quelque chose qui les en distingue. Ils voient et sentent d'une manière qui leur est propre. Et pour exprimer leur manière de voir et de sentir, ils sont obligés d'imaginer de nouveaux tours dans les règles de l'analogie, ou du moins en s'en écartant aussi peu qu'il est possible. Par là, ils se conforment au génie de leur langue. Nourri donc par le génie de la langue, le génie individuel sert à enrichir le génie national, si bien que, selon Rivarol, poursuivant l'argument de Condillac, le grand siècle se distingue par l'épanouissement exceptionnel de talents qui se mirent au service de la langue française. Donc c'est le grand siècle, c'est en quelque sorte le siècle du génie français. L'importance qu'on accorde au génie de la langue française reste toujours vivante au XXe siècle, comme par exemple dans l'ouvrage du linguiste Albert Dauzat, intitulé justement « Le génie de la langue française ». Publié en 1943, au plus fort de l'occupation, le livre a pour but de redorer le blason du génie national au moyen d'une étude de sa langue, où, comme le dit l'auteur, après nos désastres, nous nous efforçons de nous retremper aux sources de notre vie nationale, de reprendre conscience de nos traditions. La même année, l'historien de l'art Louis Urtic publie un génie de la France qui présente un panorama des monuments et des arts en France dans le même but que celui de Dauzat, en prétendant que les monuments de l'art révèlent mieux que toute autre chose le caractère d'un peuple, une vérité plus profonde, moins anecdotique que les textes de l'histoire ou de la littérature, comme si le génie de la France s'exprimait encore mieux dans le langage des arts plastiques que dans celui du langage verbal. Et c'est au moyen du génie national, tel qu'il s'incarne dans la langue et la culture française, que la France riposte à la défaite. La pluralité des significations du mot génie et l'évolution de ses usages depuis son entrée dans la langue sous la plume de Rabelais au XVIe siècle se doublent des tensions et des contradictions contenues dans ces présupposés, ce qui le rend particulièrement difficile à cerner, et il me semble que c'est bien plus intéressant de poursuivre toutes les divergences du vocable, de la notion, que d'essayer de la cerner une fois pour toutes pour en savoir, pour en avoir une définition durable et concrète. L'instabilité de la notion de génie ne fait que relancer les efforts pour le définir, pour le cerner, pour savoir au juste ce que c'est. C'est précisément ces efforts qui créent l'impression d'avoir affaire à une entité déjà existante qu'on pourrait éventuellement capter et examiner. C'est ce désir d'en connaître le fin mot qui crée en quelque sorte
le génie. Plus on veut savoir ce que c'est, plus les discours là-dessus se prolifèrent et plus il diffère de lui-même. Le destin du génie ou contact des différentes manières d'en parler, qu'il s'agisse des poètes romantiques, des médecins, des romanciers réalistes, des aliénistes, des psychologues, des critiques littéraires, sans oublier les journalistes et le grand public qui a aussi son mot à dire sur le sujet, sera le thème de ma conférence de la semaine prochaine. Et si j'ai bien compris, on sera là, toujours dans la même salle. Merci de votre écoute.